Bonjour, mon nom est Égide Royer, je suis psychologue, professeur associé, faculté des sciences de l'éducation à l'Université Laval, surspécialisé sur la question des jeunes qui présentent certains besoins particuliers. J'aimerais, en m'adressant à des passionnés de réussite comme vous êtes, aborder la question de l'intervention précoce et de la prévention, ce que j'appelle souvent dans le métier le vaccin de la réussite. Et en quoi les organismes communautaires, tous ceux qui travaillent de près ou de loin en petite enfance, entre autres au niveau des services de garde, au niveau des CPE ou des garderies en milieu familial, comment est-ce qu'on peut être en mesure d'intervenir par rapport à des jeunes qui parfois vont présenter certains besoins particuliers? Cette question-là d'intervention devient importante parce que, comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est pas tous les enfants qui arrivent avec le même bagage, là, entre autres à l'école maternelle. Et on voit l'écart, le corps peut être en plus assez évident lorsqu'on observe ce qui se passe au niveau du vocabulaire. Dépendamment de la famille dans laquelle on a vécu, vous allez voir qu'il y a un écart important. Ça, c'est en nombre de millions de mots entendus par les enfants, dépendamment qu'ils sont dans une famille en milieu plus défavorisé, qu'une famille classe moyenne ou une famille où on a véritablement un niveau de stimulation important. Ça, c'est le nombre de mots entendus. Regardez le nombre de mots connus. Ça va varier d'environ 525 mots connus utilisés à 36 mois, comparativement à 1116 mots connus lorsqu'on est dans un autre type d'environnement. Donc, l'intervention des milieux communautaires, des organismes communautaires qui travaillent avec des jeunes enfants, entre autres des garderies, des CPE, etc., et évidemment des parents, de diminuer cet écart-là qu'on peut observer par rapport à l'ensemble des jeunes qui nous arrivent. Nous avons particulièrement besoin au Québec d'être capable d'intervenir pour prévenir ces difficultés-là de certains jeunes ou même d'intervenir par rapport à certains problèmes qu'ils rencontrent. Vous savez, on en a besoin parce que les taux de diplomation, je suis toujours surpris moi-même de regarder les chiffres. Regardez, j'ai 61% des gars qui ont un des diplômes du secondaire après 5 années passées au secondaire. Ça signifie que j'ai 40% des gens, des gars qui, bon an, mal an, prennent une forme de retard. Et chez les filles, on se retrouve, les filles vont toujours mieux à l'école, mais c'est quand même 25% des filles qui, malgré tout, n'ont aucun des diplômes du secondaire après 5 années. Mais c'est surtout au niveau des taux de décrochage. Taux de décrochage chez les élèves qui sont considérés comme handicapés ou en difficulté d'adaptation d'apprentissage, c'est 47%. C'est 1 sur 2 qui sort de l'école sans diplôme, alors que le taux général est d'environ 16%. Donc, il y a vraiment nécessité d'intervenir. De réaffirmer un certain nombre de choses importantes et par la suite d'être capable de vous suggérer un certain nombre de mesures qui correspondent à ce qu'on connaît comme les pratiques exemplaires entre le lien au niveau des organismes, des CPE ou des autres intervenants qui travaillent avec des petits-enfants et la réussite scolaire des jeunes. Et ces deux aspects-là vont être complémentaires, mais d'abord un certain nombre de choses qui doivent être réaffirmées. C'est une évidence, là, mais $1 dépensé en prévention permet de sauver $6 en intervention. Dit autrement, on va reprendre certains propos qu'on attribue au président Obama. Dit autrement, il sera toujours plus facile de construire des enfants forts que de réparer des adultes brisés. Et ça, je ne sais pas, c'est connu en médecine. C'est connu, entre autres, dans bien des environnements et dans bien des domaines. Mais en éducation, c'est pas nécessairement encore quelque chose qui a été traduit en action de manière si importante que ça. On attend souvent très tard avant d'intervenir de manière efficace. Cette question-là de la prévention il y a 3 niveaux qu'on peut voir. Le bas du triangle, vous avez 80-85% des jeunes qui, lorsqu'on offre des services de qualité au niveau du préscolaire, au niveau de la petite enfance, fonctionnent très bien, vont très bien se développer. Vous avez un 10 à 15% des jeunes qui sont à risque ou présentent certains problèmes particuliers. J'ai 4 ans, j'ai 3 ans. Et moi, aussitôt que le moindrement que je suis contrarié, je frappe les amis, je mords les amis. Et malgré des interventions habituelles, je continue à avoir des comportements très difficiles. On peut qualifier ça de jeunes qui présentent certains risques et ça prend une intervention sur mesure. C'est la même chose. Si vous avez 4 ans, vous avez un langage qui est totalement incompréhensible, on ne peut pas dire, bon, non, on va attendre, un jour, il va développer son langage. Il faut intervenir tout de suite, il y a un risque. Mais vous avez par la suite un 2 à 5% des jeunes qui ont des problèmes dits chroniques. Un problème chronique, c'est quelque chose que je peux compenser, mais que je ne peux pas nécessairement guérir. Si j'ai 4 ans, je suis considéré comme un autiste ou un diagnostic du spectre de l'autisme avec un retard important de développement. Et je vais aller me revoir dans 10 ans, je vais toujours être autiste. Sauf que dépendamment des types de mesures qu'on m'aura offertes pour être capable de compenser ou de m'ajuster par rapport à cette situation-là de handicap, la différence peut être importante.
Donc, 3 niveaux de prévention. Les 2 derniers niveaux impliquent des interventions de professionnels, ou des gens qui sont spécialisés dans certains domaines. Donc, c'est ce qui nous permet d'affirmer encore que donner accès à des services de garderie, à l'éducation préscolaire, d'organiser comme groupe communautaire des activités par rapport aux jeunes qui ont 2, 3, 4 ans, c'est nécessaire mais non suffisant. Ça va prendre des interventions directement de professionnels. Écoutez, l'autisme ou un retard important de langage, ça fait référence à des personnes spécialisées en autisme, psychologues ou autres, et ça fait référence entre autres à des orthophonistes. Il n'y a pas le choix, là. Donc, ça va en prendre des services spécialisés et autant que faire se peut, des services spécialisés qui, de temps à autre, ont lieu dans les services de garde ou dans l'environnement naturel de l'enfant. Ce qu'il faut toujours se rappeler, c'est que pour certains jeunes, la garderie, certaines activités organisées de manière communautaire par rapport aux enfants, mais entre autres des services de garde, c'est une merveilleuse deuxième chance pour des jeunes qui, parfois, n'ont pas eu une vraie première bonne chance. Pensez aux problèmes d'attachement ou à des jeunes qui ont vécu dans des familles dysfonctionnelles. Ce que vous avez à offrir, c'est quelque chose qui, dans certains cas, va être une merveilleuse deuxième chance qui va leur permettre de, en clair, vous allez modifier des vies. Donc, comment est-ce qu'on peut articuler ça de manière concrète au niveau d'une transition de qualité pour les jeunes qui ont des besoins particuliers? Si vous êtes capable de répondre oui à la majorité de ces items-là, vous êtes déjà dedans. S'il y en a quelques-uns pour lesquels c'est non, ça vous donne une indication de comment améliorer la qualité des services que vous offrez. La première chose, c'est de prendre comme référence pour vos actions par rapport aux jeunes qui ont des besoins particuliers, ce qu'on appelle les pratiques exemplaires. Une pratique exemplaire, c'est quelque chose qui tient la route d'une perspective de recherche. Regardez, dire que l'être humain ne développe que le tiers, que 10% de son cerveau, c'est pas une pratique exemplaire, parce que c'est une fausseté. Intervenir tôt avec un jeune qui a un retard de langage, c'est quelque chose qui tient la route et qui correspond aux pratiques exemplaires. Valoriser la littératie précoce. Le lien entre les lettres, les sons et les mots est quelque chose qui tient compte des pratiques exemplaires chez des enfants aussi jeunes que 3 ans, 4 ans. Lire tous les jours à un enfant une page, même quand ils sont bébés, faire la lecture à des enfants est quelque chose qui correspond aux pratiques exemplaires. Donc, la première chose, il faut coller ce qu'on connaît comme étant quelque chose de valable et de pertinent au niveau même de la recherche. La deuxième action, on doit être en mesure de répondre oui au fait que vous portez une attention particulière chez les enfants de 3 à 5 ans en ce qui touche le langage et le comportement. Vous portez attention à bien d'autres choses aussi, mais le langage et le comportement sont fondamentaux en termes d'éléments sur lesquels on doit intervenir pour favoriser la réussite scolaire. En clair, si je ne suis incapable de suivre les consignes des adultes et j'ai un retard de langage quand j'arrive en maternelle, ma probabilité de réussir en première année devient beaucoup plus mince. Troisième chose, ça prend un suivi systématique des jeunes à risque et une intervention auprès de ceux qui éprouvent des difficultés. Vous savez, le vieux proverbe de dire, bon, il y a un retard de langage à 4 ans, ça va finir par passer, ou il frappe les amis, il va apprendre comment bien se comporter. C'est comme imposer les mains, cela. Ça n'aura pas d'impact comme tel au niveau d'un enfant qui présente des problèmes. Il faut véritablement intervenir de manière explicite, toujours en collant ce qu'on appelait pratique exemplaire. Quatrième élément important, vous établissez des contacts de personnes avec les professionnels des écoles. Écoutez, moi, psychologue scolaire, si j'ai la disponibilité, et même il faut que je la prenne la disponibilité, je dis à mon patron de l'école Sainte-Marie X, première semaine de novembre, salut, tu me perds pendant une semaine, je vais faire le tour de mes garderies. Faire le tour de mes garderies, c'est aller m'asseoir dans la garderie, regarder comment ça fonctionne, jouer avec les amis, jouer avec les enfants, rencontrer les parents. Ça me donne une idée de qui peut avoir certains besoins particuliers, mais ça me donne l'occasion de répondre à vos questions aussi par rapport aux intervenants, aux éducateurs ou aux autres animateurs des groupes communautaires qui travaillent avec des petits. Donc, je m'attends de recevoir une invitation, entre autres, des garderies et des services de garde, moi, psychologue scolaire, orthophoniste ou autre, pour aller faire un tour, une visite pastorale, si vous aimez mieux, pour employer une expression de l'époque. Cinquièmement, vous, de votre côté, vous recevez aussi une invitation comme intervenante en service de garde, à titre d'exemple, pour aller visiter la maternelle de Mme Marguerite là, dans l'école X, juste pour avoir une image mentale de ça a l'air de quoi une maternelle en 2016. C'est quoi qu'on s'attend, c'est quoi, comment fonctionnent les enfants. Ça va vous donner aussi une idée de qui peut avoir de la difficulté à s'adapter à ce type d'environnement-là. Enfin, vous possédez en tant que service de garde des ententes. Une entente, ça peut être carrément quelque chose au téléphone, de personne à personne. Ça peut être quelque chose de signé, c'est selon. Mais des ententes relatives aux services d'orthophonie, de psychologie, de psychoéducation, d'ergothérapie.
Vous êtes en mesure de référer des enfants. Vous êtes en mesure aussi d'aller chercher de la formation comme intervenant. Et quelquefois, quand vous avez quelque chose qui véritablement vous intrigue, vous ne savez pas exactement comment le prendre, vous êtes en mesure de prendre un téléphone et de rejoindre quelqu'un, soit en orthophonie ou en psychologie, en disant « Coudonc, qu'est-ce que tu penses de telle situation? » Et ça, c'est quelque chose, c'est des liens fonctionnels à établir directement avec les organismes que je viens de mentionner. Il y a évidemment un petit carnet de transition. Le jeune quitte votre garderie. Il y a un carnet de transition qui va l'accompagner. C'est quoi ses forces, c'est quoi ses faiblesses, cet enfant-là, c'est quoi ce sur quoi vous avez travaillé, ce sur quoi il y a des choses qui demeurent à travailler. Et dans ce contexte-là, on se retrouve dans un contexte où ça va servir de base, là, carrément, là, pratiquement au plan d'intervention qui pourrait être élaboré par l'école. Vous manifestez une formation, une préoccupation aiguë pour votre formation continue. Des sujets comme langage, comportement, autisme, problèmes développementaux, problèmes sensoriels. À chaque année, il y a des spécialistes qui viennent vous rencontrer puis vous donner un peu l'état de la situation et comment intervenir. Vous devez être extrêmement sensible à votre formation continue comme intervenant auprès des jeunes, auprès des petits particulièrement. Compte tenu que les services de garde et les intervenants en petite enfance vont recevoir bon an, mal an, 15 à 20 des jeunes qui ont des besoins particuliers, ça implique que moi, commission scolaire, ou moi, service de garde, ou moi, CLSC, ou moi, organisme communautaire, nous formons, tous ces groupes-là forment véritablement là, un consensus sur le fait qu'il doit y avoir des budgets protégés pour être en mesure de donner de la formation ou du suivi aux petits qui ont des besoins particuliers dans notre milieu. Et il y a eu des coupures majeures, de toute manière, depuis quelques années dans ce secteur-là. Et bon an, mal an, pour être capable d'avoir des services d'orthophonie dans un CPE ou dans une garderie, il va falloir dégager en tout cas certains services pour permettre à ces personnes-là d'aller directement dans les milieux d'intervention. Enfin, les parents doivent être considérés comme des véritables partenaires. Vous savez, les intervenants de petite enfance passent, les orthopédagogues passent, les psychologues passent, les orthophonistes et tout ce beau monde-là va finir par passer dans la vie d'un enfant, mais les parents vont rester. Vous savez, si vous êtes le parent d'un enfant autiste de 6 ans, vous avez une connaissance et une expertise de l'autisme qui dépasse même la mienne, qui dépasse celle que vous pouvez avoir comme intervenant, soit dans un groupe communautaire ou soit en CPE. Dans cette perspective-là, il faut reconnaître l'expertise des parents et reconnaître qu'ils ont besoin d'être écoutés, d'être aidés et ils ont aussi des interventions à vous suggérer ou des connaissances sur leur enfant que personne d'autre ne peut posséder. En conclusion, j'étais au hockey avec 2 de mes petits-fils et j'ai plusieurs petits-enfants. Mais récemment, j'étais au hockey au centre Vidéotron. Et je leur regardais la figure parce qu'évidemment, l'animateur du match a demandé de partir une vague. Et quand vous voyez une vague partir auprès de 15-16 000 personnes au centre Vidéotron, c'est quelque chose. Mes 2 petits-fils de 6 et 7 ans regardaient ça, là, intrigués, puis eux autres aussi faisaient la vague. Il est grand temps qu'on parte une vague de réussite scolaire au Québec, compte tenu des données que je donnais tout à l'heure. Et cette vague-là va partir, évidemment, de chez vous, au niveau des organismes, mais surtout au niveau des CPE, des services de garde, des intervenants de petite enfance qui travaillent avec ces jeunes-là. On doit absolument être en mesure de partir un mouvement, de partir une vague qui va se répercuter jusqu'à l'élémentaire, au secondaire et même au collégial, pour que le Québec devienne un parmi les meilleurs systèmes éducatifs au monde. Et on a besoin de le faire, et vous êtes au cœur de cette réussite-là. Au plaisir.